Bienvenue à la série de conférences nommée pour Benjamin Botkin au sujet des traditions populaires, The Benjamin Botkin Folklife Lecture Series, présentée par the American Folklife Center de la Bibliothèque du Congrès. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter Camille Mordu, historienne culturelle française de l'Université Paris-Nanterre. Pour son doctorat, Camille a étudié l'émergence de l'idée de American Folk Music depuis ses débuts à l'ère progressiste jusqu'à son acceptation générale pendant le New Deal. Elle a porté une attention particulière à la définition culturelle du peuple états-unien qu'implique cette idée de American Folk Music. Au cours de cette recherche, elle a travaillé avec des bibliothécaires de référence et des folkloristes ici à the American Folklife Center et elle a examiné les travaux de la collectionneuse de musique traditionnelle du New Deal, Sydney Robertson, plus tard Sydney Robertson Cowell, qui était l'une des collectionneuses les plus importantes du gouvernement des États-Unis pendant le New Deal. Depuis ses recherches en tant que boursier John B. Loveless pour l'étude de la collection Alan Lomax, ici au centre John W. Kluge de la Bibliothèque du Congrès, Camille a étudié les enregistrements peu connus de Lomax des minorités francophones en Michigan et Indiana. Elle a également travaillé avec d'autres collections à la Bibliothèque du Congrès, y compris des documents tels que le University of Wisconsin Folk Music Recording Project de 1940 et des collections réalisées dans Illinois, Missouri et d'autres endroits aux États-Unis avec des communautés francophones. Elle va nous parler de ses recherches bientôt. Pour présenter Camille elle-même, je dirais simplement qu'elle a grandi dans une petite ville de la campagne bretonne en France. Comme de nombreux spécialistes de la musique folklorique, elle est également musicienne elle-même, jouant de la musique old-time très cool dans les bars, dans les fêtes de village et quelquefois des festivals. Elle aime bien aussi les librairies d'occasion et les friperies, comme l'ont découvert ses amis ici à Washington, mais elle est ici aujourd'hui en tant qu'éminente historienne culturelle de la musique folklorique francophone. Ici, dans la discipline nord-américaine du folklore, nous serions même heureux de l'appeler folkloriste. Veuillez accueillir Camille Mordu. Merci. Un grand merci à l'American Folklife Center de me donner cette opportunité de présenter ce travail. Je vais commencer par un petit peu de contexte historique avant de rentrer dans le vif du sujet. La présence française et l'influence culturelle francophone sur le territoire actuel des États-Unis sont à la fois très anciennes et marquées par des couches multiples et successives d'immigration. Depuis l'époque coloniale, des colons français sont présents en petit nombre dans cet espace, même si la majorité se sont plutôt installés au Canada et dans les Caraïbes. En conséquence, dès le début du XVIIIe siècle, l'immigration francophone dans ce qui deviendra les États-Unis est majoritairement venue d'autres régions d'Amérique du Nord plutôt que d'Europe. Cette carte représente schématiquement les principales communautés francophones dont les musiques vernaculaires ont été documentées. Au milieu du XXe siècle, les principales zones culturelles francophones aux États-Unis sont bien sûr la Louisiane, dont la population est un mélange complexe de créoles français et de réfugiés acadiens, arrivés avant la Révolution américaine, et puis aussi d'immigrants plus tardifs venus de Saint-Domingue et de France. Dans le nord, on a une large zone composée d'établissements coloniaux anciens, liés notamment à la traite des fourrures, et qui a aussi reçu une importante immigration franco-canadienne liée à l'industrie forestière et textile. Il faut aussi mentionner toute une série de petites communautés plus ou moins isolées qui se sont installées aux États-Unis pour des raisons politiques, économiques ou religieuses diverses, comme par exemple des immigrants icariens, d'abord établis dans l'ouest de l'Illinois puis dans l'Iowa, ou encore les habitants d'un village de Picardie qui ont élu des domiciles en Pennsylvanie. Donc, coucou aux amis picards. C'est en plein milieu des États-Unis, dans le Midwest, le long du Mississippi et de la rivière Wabash, que se situe la région dont on va parler aujourd'hui. Le pays des Illinois est une ancienne province de la Nouvelle-France. Les premiers établissements dans cette région, peuplée par des colons venus principalement du Canada, remontent au tout début du XVIIIe siècle. La population française y a cependant toujours été assez faible,
Dans les années 1750, il y avait à peu près 1385 personnes, dont 789 colons européens et 595 esclaves, dont 10% étaient amérindiens. Toujours au XVIIIe siècle, le pays des Illinois était le grenier à blé de la Nouvelle-France. C'est là-bas qu'était produit le blé pour nourrir les colonies de la Basse-Louisiane. Et donc, la région entretenait des liens d'échange économiques, administratifs et culturels avec la Nouvelle-Orléans. L'Empire de la Nouvelle-France a été démantelé en 1763 et divisé entre les couronnes espagnoles et anglaises. La partie espagnole du pays des Illinois a ensuite été intégrée aux États-Unis après la vente de la Louisiane en 1803. Malgré sa faible population initiale, on y trouvait encore des chants en français plus de 200 ans après, comme nous allons le voir et l'entendre à travers 4 collections de l'American Folklife Center. J'ai choisi aussi d'inclure à cette présentation une collection qui a été réalisée à Prairie du Chien, qui ne faisait pas administrativement partie du pays des Illinois, mais par son ancienneté et parce que le village a été fondé en 1685 et sa position sur le haut Mississippi, ça en faisait une porte d'entrée du pays d'en haut vers le pays des Illinois. Donc voici une sélection non exhaustive des principaux parmi les premiers enregistrements documentant la musique des divers groupes francophones montrés sur la première carte. Il existe bien entendu beaucoup d'autres collections de musique francophone aux États-Unis, en particulier en Louisiane, mais aussi en Nouvelle-Angleterre, au Michigan et dans le Wisconsin. Donc je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. En 1938, Alan Lomax, qui était assistante in charge de l'Archive of American Folk Song de la Bibliothèque du Congrès, a été invité à participer à la conférence inaugurale de la Société de folklore de l'Indiana à Bloomington. Il décide de profiter de ce séjour dans le Midwest pour mener une campagne d'enregistrement dans l'Indiana et l'Ohio. Il n'y avait pas encore en 1938 de collection documentant l'Indiana à l'Archive of American Folk Song. Et en ce qui concerne l'Ohio, il n'y a qu'une seule collection d'enregistrement qui a été réalisée par son père John Lomax auprès du capitaine Pearl Nye. Donc, entre le 26 mars et le 16 avril 1938, Alan et sa femme Elizabeth ont enregistré 79 disques dans le Kentucky, l'Indiana et l'Ohio. Cette collection inclut les premiers et principaux enregistrements de chants franco-créoles de Vincennes, dans l'Indiana. Vincennes, un fort militaire français fondé dans les années 1730 pour contrôler la rivière Wabash, est passé sous contrôle anglais en 1763. En 1779, la fameuse victoire des Patriotes du général Clark a conduit à son intégration aux États-Unis. 200 ans après sa fondation, quand Lomax s'y est rendu, il n'y avait plus qu'une poignée de locuteurs français vivant à Vincennes. Donc Lomax pouvait souvent s'appuyer sur les réseaux de collecteurs ou d'érudits locaux pour trouver des chanteurs et des musiciens. Et à Vincennes, il a utilisé les contacts du Federal Writers Project de la WPA, qui travaillait alors à la rédaction d'un rapport de près de 300 pages sur l'histoire et le folklore des créoles de Vincennes, en s'appuyant largement sur le travail d'une chroniqueuse locale, Anna O'Flynn. Et donc le Federal Writers Project de Vincennes a aussi créé une chorale comprenant 12 membres pour chanter ce répertoire local de chants français, alors que seulement 2 des membres de la chorale, des immigrés belges, parlaient réellement le français. Alan et Elizabeth Lomax ont enregistré quelques-uns de leurs chants, même si ça ne correspondait pas vraiment à ce que l'archive définissait comme de la folk music, puisque, comme l'écrit Lomax, c'était une performance étudiée. Mais les Lomax ont aussi pu rencontrer et enregistrer la source du répertoire de cette chorale, Joséphine Canet. Joséphine Thériac-Canet, qui avait alors 84 ans, était moitié irlandaise et moitié française et une descendante des premiers colons de Vincennes, qui a appris la plupart de ses chants auprès de membres de sa famille, en particulier de sa mère et de sa grand-mère. D'après les notes de terrain de Lomax, elle est la seule personne vivant à Vincennes qui se souvient si bien de l'ancien mode de vie ici ou qui parle couramment le créole. Canet était la principale informatrice non seulement des employés du Federal Writers Project, mais aussi de Anna O'Flynn et de Cecilia Reberry, les auteurs du recueil de chants publié en 1946 et intitulé Folk Songs of Old Vincennes.
Au moment où Lomax l'enregistre, elle avait aussi interprété ses chansons lors de 2 éditions du National Folk Festival. Ce film muet de Canet chantant pour le phonographe a été réalisé par les Lomax et est un document exceptionnel puisque la documentation filmée de chanteurs folk était encore très rare à l'époque. Il est probable que ce soit Elisabeth Lomax qui gérait la caméra tandis qu'Alan s'occupait de l'enregistrement. C'est comme ça qu'ils faisaient lors de leur collecte en Haïti. Le répertoire de Joséphine Canet est principalement composé de chants originaires de France, mais qu'on trouve aussi au Canada, comme des pastourelles, les chansons d'amour de bergère, des complaintes amoureuses, des singing games et aussi des chants de marins. Seulement 2 des chants qu'elle a enregistrés pour Lomax ont été composés en Amérique, et ce sont les 2 chants liés à la guerre. Johnny Fill Up the Bowl, un chant de la guerre civile qu'elle a appris de ses frères vétérans, et Courrier du bois, qui lui date de la guerre de 7 ans du milieu du XVIIIe siècle. Ce chant narre la défaite du général britannique Braddock durant la bataille de Monongahela en 1755 contre les Français, sous la forme d'un dialogue entre un messager et le roi d'Angleterre. Dans leur recueil de 1934, John et Alan Lomax ont aussi publié un autre chant en anglais à propos de cette même bataille qui s'appelait Braddock's Defeat. Là, on va écouter la version donc, de Joséphine Canet de Courrier du bois. Courrier, qu'y a-t-il de nouveau? S'il me para troublé du cerveau, à ton air, s'il me para révolte, expliquez-moi promptement la nouvelle de la crêle. Les Français sont-ils bien défendus? Ils ont-ils gagné la grande rivière? Courrier du bois n'est autrement connu que par ses paroles qu'on a retrouvées dans les années 1860 dans les archives à Québec. Ce chant devait être plus largement diffusé à la fin du XVIIIe siècle dans le pays des Illinois, car il a probablement inspiré la chanson de l'année du coup, dont les 2 premières phrases sont exactement identiques, et comme Courrier du bois est un dialogue entre un messager et le souverain, ici c'est le gouverneur espagnol à qui il annonce la bataille. Chanson de l'année du coup, le premier chant du pays des Illinois à avoir été publié, commémore une autre bataille coloniale, encore entre les Français et les Britanniques, la bataille de Saint-Louis de 1780. Le chant a été écrit peu de temps après par l'instituteur Jean-Baptiste Trudeau et publié pour la première fois par l'un de ses élèves, le politicien local, historien et chef de chœur franco-américain Wilson Prime, en 1845, soit 1 an avant le début de la guerre américano-mexicaine. À l'époque, en plus de forts sentiments nativistes, les Anglo-Américains craignaient que les créoles français refusent de lutter contre les Mexicains en raison de leur catholicisme commun. Et donc la chercheuse Anna Roberts interprète de façon assez convaincante la publication de ce chant, qui est très critique à l'égard des Espagnols, comme une tentative de présenter les créoles français de Saint-Louis comme de fidèles patriotes américains. Joséphine Canet a également confié à Alan Lomax que la chanson Cécilia, une chanson française à propos d'une femme courtisée par un marin, a été chantée en 1779 par son arrière-grand-mère, Madeleine Manot, et d'autres femmes de Vincennes alors qu'elle cuisinait pour le général Clark et son armée. Cette anecdote présente les Français de Vincennes comme de fervents partisans des révolutionnaires américains, même si bien sûr la réalité historique est plus complexe. Cette anecdote semble constituer un élément important de la mémoire familiale de Joséphine Canet et correspond aussi au projet de la WPA et de Lomax de dépeindre les franco-créoles de Vincennes comme historiquement pertinents et aussi comme de bons patriotes américains. Canet a également partagé des informations concernant la transmission des chants parmi les créoles de Vincennes. Selon elle, les hommes qui se rendaient en bateau à la Nouvelle-Orléans 2 fois par an en rapportaient de nouveaux morceaux qu'ils enseignaient ensuite à la communauté lors de veillées. Une personne chantait une phrase qui était répétée par les autres jusqu'à ce que toute l'assemblée connaisse le chant en entier. Le chant de marin, il faut chanter une chanson qui raconte l'histoire d'une femme qui s'est travestie en marin et a voyagé avec son amant, le capitaine du bateau, pendant 7 ans sans qu'il la reconnaisse, est probablement arrivée à Vincennes depuis la Nouvelle-Orléans.
Ce chant, très répandu en France, notamment sur les côtes bretonnes, a été, comme bien souvent, géographiquement actualisé au Nouveau Monde, peut-être après être arrivé à Vincennes, puisque au lieu de venir d'un port français, l'héroïne vient de la Nouvelle-Orléans. Faut chanter une chanson de les amoureux d'une jolie fille qui a laissé tous ses parents. C'était pour recevoir son très cher amant. Quand que-tu vu son amant partir, a laissé tous ses habits de fille à s'habiller en matelot. La belle s'est embarquée sur le bord d'un vaisseau. Canet a aussi chanté pour Lomax la Guyanée, une chanson de quête du Nouvel An. Des variantes de ce chant sont bien attestées en France, où le rituel dont il fait partie était répandu jusqu'au XIXe siècle. On le trouve également dans la majeure partie du Canada français, où il a fait l'objet d'un revival au tournant du XXe siècle. En revanche, on ne le trouve ni en Acadie, ni en Louisiane, où d'autres chansons de quête apparentées sont plutôt chantées à la Chandeleur ou pour Mardi Gras. Aux États-Unis, la Guyanée est encore pratiquée aujourd'hui dans 2 villages du pays des Illinois, Sainte-Geneviève dans le Missouri et Prairie-du-Rocher dans l'Illinois. Canet se souvient qu'à Vincennes, la nourriture, les boissons et l'argent collectés lors de la quête étaient ensuite distribués aux pauvres. Donc voici un extrait de son interprétation de la Guyanée. Soit le maître et la maîtresse et tout le monde du loger. Pour le dernier jour de l'année, la Guyanée vous nous devez. Si vous voulez nous rien donner, n'hésitez-nous les. On vous demande seulement une chinée de pas grand-chose, dans 90 pieds de long. La chanson commence par une salutation. Bonsoir le maître et la maîtresse et tout le monde du logis. Pour le dernier jour de l'année, la Guyanée vous nous devez. Les chanteurs demandent ensuite une échine de porc et une danse avec la fille aînée de la maison. Lomax a enregistré séparément le rituel d'excuses concluant la Guyanée. Et la version de Vincennes diffère de celle des établissements du Mississippi, tant par la mélodie que par les paroles, et probablement en raison de la distance entre Vincennes et les autres colonies du pays des Illinois. Au moment où Canet chante la Guyanée à Lomax, elle n'est plus pratiquée à Vincennes. Donc Lomax n'aurait pas pu l'enregistrer dans son contexte rituel, mais c'est ce que fera 10 ans plus tard le folkloriste John Allen à Prairie-du-Rocher. Et on va maintenant passer à sa collection, juste après un petit point bibliographie. Les enregistrements de Lomax sont non seulement les premiers, mais aussi la plus importante documentation dont on dispose sur le répertoire francophone de Vincennes. L'American Folklife Center dispose également des enregistrements d'une émission de radio locale de la fin des années 40, qui comprend des chansons françaises de Vincennes, mais celles-ci ont clairement été tirées du livre de Cecilia Berry et sont interprétées dans un style très étudié. Les seuls autres enregistrements connus sont ceux du folkloriste français Alfred Pouinard, réalisés en 1953, qui, bien que précieux, n'ont pas la même ampleur ni la même qualité que ceux de Lomax. Les 30 et 31 décembre 1948, le folkloriste John Allen a enregistré les Guyaneux de Prairie-du-Rocher, répété et pratiqué la Guyanée. Allen a grandi dans une cabane en rondin dans le sud-est de l'Illinois et a été enseignant dans une petite école de campagne avant de devenir professeur à la Southern Illinois University à Carbondale en 1942. Dans les années 50 et 60, il a rédigé une chronique hebdomadaire pour la presse locale intitulée « It Happened in Southern Illinois », qui présentait les folklores du sud de l'Illinois. Il a également été président de la Illinois State Historical Society, de la Illinois Folklore Society et de la Southern Illinois Handicraft Society. Et au moment de sa campagne d'enregistrement à Prairie-du-Rocher, il était le directeur du musée de la Southern Illinois University. Début décembre 1948, Allen avait écrit à Duncan Emmerich, qui était le directeur de l'Archive of Folk Song de la Bibliothèque du Congrès, pour demander s'il serait possible d'emprunter du matériel d'enregistrement pour capturer la Guyanée.
Début 1933, à l'initiative de John Lomax, l'archive offrait à des collecteurs extérieurs la possibilité d'emprunter des machines enregistreuses de la bibliothèque et en échange, les collecteurs déposaient leurs enregistrements à l'archive. John Allen a pu obtenir un magnétophone à bande et des bandes vierges juste à temps pour le Nouvel An. Sa requête auprès de la Bibliothèque du Congrès indique aussi qu'il n'était pas évident à l'époque de trouver des magnétophones à bande dans le sud de l'Illinois. Et en l'occurrence, je ne connais aucun enregistrement de terrain antérieur à ceux d'Allen qui aurait été réalisé dans le sud de l'Illinois, à part peut-être ceux de Joseph Médard-Carrière qu'on examinera plus tard. Bien que la Guyanée ait déjà été enregistrée par Alan Lomax ainsi qu'au National Folk Festival, les enregistrements d'Allen sont les tout premiers à saisir la Guyanée interprétée dans son contexte culturel et resteront les seuls jusque dans les années 90. De plus, Allen n'a pas seulement enregistré la chanson dans son contexte rituel, alors qu'elle était interprétée par la troupe lors de sa tournée dans l'une des maisons d'un particulier de Prairie du Rocher. Il a aussi eu l'idée d'enregistrer la répétition du 30 décembre, un événement beaucoup moins visible, mais d'une importance notable, puisqu'il donnait et donne toujours lieu à une sorte de fête privée pour le groupe. Les enregistrements d'Allen incluent ainsi la performance dans son contexte rituel, la répétition qui fournit une version de référence, ainsi que quelques morceaux de danse, certains incluant des annonces de figures de quadrille qui ont été jouées après la répétition. Donc voici un extrait d'un de ces morceaux qui s'intitule « Kick a Dutchman ». Bien qu'elle ne soit pas exceptionnelle en elle-même, ces danses représentent les premiers morceaux instrumentaux enregistrés, associés aux créoles de l'Illinois, une population dont l'amour de la danse a pourtant été inlassablement commenté dans les relations de voyage dès le XVIIIe siècle. Et en effet, le rituel de la Guyanée était l'événement initiateur du cycle annuel des Bals du Roi dans tout le pays des Illinois, et Prairie du Rocher, aujourd'hui, organise toujours des bals annuels. La pertinence culturelle des enregistrements d'Allen est également attestée par l'intérêt largement manifesté par les habitants de Prairie du Rocher à l'époque. Selon un courrier qu'il avait adressé à Duncan Emmerich, plus de 40 d'entre eux souhaitaient acheter des copies des enregistrements, en particulier de la répétition et des danses. Et actuellement, je travaille d'ailleurs à un projet en collaboration avec les leaders de la Guyanée et à l'occasion du tricentenaire de Prairie du Rocher, visant à rendre ces enregistrements de terrain ainsi que d'autres réalisés dans le village plus accessibles. Et c'est une affaire à suivre. Deux autres folkloristes ont aidé John Allen dans ce projet. David McIntosh, son collègue de la Southern Illinois University et grand collecteur lui-même, il l'assiste sur le terrain et transcrit les paroles et la mélodie. Et bien qu'elle n'ait pas pu assister aux enregistrements, l'interprète et la collectrice du Wisconsin, Mary Agnes Starr, a fait des recherches sur la Guyanée en coopération avec John Allen. Mary Agnes Starr a en plus été recrutée par les Guyaneux pour participer à une reconstitution du rituel pour le National Folk Festival de 1949. Ce retournement des rôles, où un collecteur se retrouve prenant part à la performance, semble être une sorte de tradition à Prairie du Rocher, puisque j'ai aussi été recrutée par le groupe cet hiver.
Après la diapo de bibliographie, on va passer aux enregistrements de terrain que Marie-Agnès Starr a réalisés à Prairie du Chien. Marie-Agnès Starr a grandi à Oconto, dans le nord du Wisconsin, dans une famille d'origine québécoise, auprès de qui elle a très tôt appris des chants franco-canadiens. Une infatigable exploratrice et promotrice des musiques francophones des États-Unis, elle a donné d'innombrables conférences récitales sur l'histoire et les chants des romantiques voyageurs ou coureurs des bois, pour des clubs féminins, des sociétés savantes, ainsi que lors de festivals. En 1946, la collectrice Helen Stratman Thomas a enregistré une de ses chansons franco-canadiennes favorites dans le cadre du Wisconsin Folk Music Recording Project, sponsorisé par la Bibliothèque du Congrès et l'Université de Madison, Wisconsin. Et donc il s'agit de la chanson à pagayer « En roulant ma boule ». En roulant ma boule en roulant, or on roll on my ball, was a favorite paddling song of the voyageurs. The story and melody came from France, a fairy tale play song sung by children rolling their hoops. Oh, roulant ma boule roulant, oh, roulant ma boule, oh, roulant ma boule roulant, oh, roulant ma boule. Derrière chez nous, y a un étang, en roulant ma boule. Toi, beau canard, s'en va bagnant, en roulant ma boule. Toi, beau canard, s'en va bagnant, roulant ma boule roulant. Oh, roulant ma boule roulant, oh, roulant ma boule. Comme vous pouvez l'entendre, sa manière de chanter est très influencée par les techniques de chant de cabaret français, et là en l'occurrence celle de Yvette Guilbert. Au printemps 1950, Marie-Agnès Starr a enregistré 8 chants interprétés par Ruben Valley, 99 ans, à Prairie du Chien, sur les bords du Mississippi, dans l'ouest du Wisconsin. Prairie du Chien a été fondée en 1685 dans le Pays d'en Haut, région de la Nouvelle-France où s'est développée la traite des fourrures. De par sa position sur le Haut-Mississippi, Prairie du Chien se trouve aussi aux portes du pays des Illinois, même si elle n'en fait pas techniquement partie. La ville a continué d'attirer une immigration franco-canadienne importante tout au long du XIXe siècle. Marie-Agnès Starr donnait un récital à Prairie du Chien dans le cadre d'un festival lorsqu'elle remarqua un vieil homme qui, je la cite, tapait du pied tandis que ses lèvres bougeaient en accord avec les miennes. Plus tard dans la journée, elle a pu s'entretenir avec Ruben Valley et a découvert qu'il connaissait de nombreux chants en français qu'il avait appris lors de veillées à Frenchtown, un quartier de Prairie du Chien. Lorsque la famille de Valley venue du Québec s'est établie à Prairie du Chien en 1852, il n'avait que 1 an et il n'a appris à parler anglais que dans sa vingtaine, après avoir épousé une Américaine. Il était employé d'une compagnie de chemin de fer et a aussi travaillé à la ferme et dans des exploitations forestières. Marie-Agnès Starr était très impressionnée par son répertoire, son excellente mémoire et aussi la qualité de son phrasé alors qu'il était édenté. Donc le lendemain, elle a organisé une séance d'enregistrement et capturé 8 de ses chants. On ne sait pas d'où vient le magnétophone à bande qu'elle a utilisé. À ce moment-là, elle n'en possédait pas. Et l'année précédente, elle avait demandé à Helen Stratman Thomas comment faire pour bénéficier du programme de prêt de la bibliothèque. Mais il n'y a aucune trace dans sa correspondance, laissant supposer qu'elle aurait pu obtenir une machine par ce biais. Dans ses mémoires, elle indique qu'elle a utilisé les infrastructures de l'ancien collège jésuite de Prairie du Chien pour la séance d'enregistrement, mais il semble assez improbable qu'un petit établissement comme celui-ci ait été équipé d'un magnétophone à bande à cette époque. Donc, toujours est-il qu'elle a ensuite fait don des bandes à la Bibliothèque du Congrès. Donc voici les chants que Valley a enregistrés pour Starr. La plupart d'entre eux sont populaires à la fois en France et au Canada, en particulier à la Clairefontaine, dont il donne, selon Starr, une version complète. Le morceau « Le chapeau de ma blonde » est une chanson à boire énumérative où un homme vend tous les habits de sa femme pour pouvoir se payer à boire. Et on va en écouter tout de suite un extrait. Pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre les chapeaux de ma blonde.
les chapeaux des madons, des villes, des bandits, argent, Jésus, Vincent, j'ai pris un coup. Jean Coquin sous l'eau, yé, ma mère, oh, j'ai de l'argent pour boire. Pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. La robe de ma blonde, la robe de ma blonde, je l'ai vendue. Argent, j'ai vu 15 sous, j'ai pris un coup, Jean Coquin sous l'eau, yé, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Starr a aussi obtenu de Vallée des informations concernant la pratique de la guillanée à Prairie du Chien, qui avait toujours cours selon lui à la fin du XIXe siècle, avant d'être interdite par le prêtre catholique à cause des bagarres fréquentes entre deux bandes rivales. Et donc c'est une situation très différente des guillanées québécoises qui, elles, ont été réintroduites par l'Église comme des collectes de charité paroissiale. Marie-Agnès Starr est retournée à Prairie du Chien en janvier 1951, quelques mois après sa première visite, pour l'anniversaire des 100 ans de Ruben Vallée. Entre-temps, elle a fait l'acquisition d'un magnétophone qu'elle a utilisé pour enregistrer des passages de la cérémonie, notamment des square dance, des chants français à la mode du vieux Nord-Ouest non identifiés, et 2 chants anglo-américains, Will You Accept a Paper of Pine et I Must and Will Get Married. Elle a aussi enregistré au moins un autre chant de Vallée, la chanson de Biron, célèbre ballade datant du début du XVIIe siècle, narrant la trahison et exécution du duc de Biron sous Henri IV. Malheureusement, cet enregistrement et les autres qu'elle a réalisés lors de la fête d'anniversaire ont été perdus, selon elle, dans des circonstances très mystérieuses. 2 ans après, Marie-Agnès Starr demandait au folkloriste canadien Marius Barbeau s'il savait si un autre enregistrement de la chanson de Biron avait été réalisé aux États-Unis, mais à ce moment-là, ni elle ni Barbeau ne pouvaient savoir que ce chant avait en effet été collecté dans le Midwest dans les années 30 et qu'il faisait partie de la prochaine collection qu'on va voir après la diapo de bibliographie. D'autres enregistrements de terrain de chants en français réalisés à Prairie du Chien peuvent être consultés dans la collection du University of Wisconsin Folk Music Project au Folk Life Center. Ces morceaux ont été appris par les chanteurs auprès de leurs parents et grands-parents immigrants, donc ils sont plus clairement purement québécois que les morceaux de Vallée. D'autres enregistrements de Prairie du Chien ont malheureusement été également perdus. Les chants de cabaret enregistrés par Laura Sherry. Sherry était poète, dramaturge et directrice de théâtre née à Prairie du Chien. Elle avait inclus les paroles de 4 de ses chants dans son livre de 1931, Old Prairie du Chien, mais les cylindres de cire qu'elle a enregistrés plus tard ont fondu dans sa voiture alors qu'elle rentrait à Milwaukee. Au cours des étés 1934, 35 et 36, le folkloriste ontarien Joseph Médard-Carrière a enregistré 87 cylindres de chants et contes franco-créoles, principalement à All Mines dans le Missouri et à Sainte-Geneviève, Missouri et Prairie-du-Rocher, Illinois. Il a également pris en dictée plus de 70 contes. Il était un professeur de langue romane à la Northwestern University et avec son collègue linguiste Ward Allison Dorrance quelques années auparavant, Carrière a été un pionnier de l'étude du dialecte français, des contes et des chants de l'ancien pays des Illinois. Il a laissé une abondante bibliographie, même s'il a dû arrêter son travail de terrain au milieu des années 30 en raison de difficultés financières. Le phonographe utilisé par Carrière a été construit sur mesure. Au milieu des années 30, le phonographe à cylindre, c'était un appareil d'enregistrement qui était un peu dépassé, surtout parce que les cylindres de cire étaient très fragiles et le temps d'enregistrement était limité. Mais la machine de Carrière avait au moins l'avantage d'être beaucoup moins encombrante qu'un phonographe prêt à l'emploi, puisqu'elle avait à peu près la taille d'une grande boîte à goûter. Elle a été fabriquée à partir des composants d'au moins 2 machines différentes et était prévue pour accepter des petits cylindres de 3 minutes. Le phonographe qu'utilisait Carrière présentait cependant de sérieux défauts. Le caisson qui abritait la base de la machine était en métal et non en bois comme d'ordinaire, ce qui a provoqué des résonances parasites et a créé parfois une intense distorsion. En conséquence, beaucoup de ces cylindres sont presque inintelligibles. D'autres sont totalement vierges.
Et une autre difficulté avec la collection de Carrière est le manque d'informations contextuelles. Les seules notes trouvées avec les cylindres ont été écrites au crayon à papier sur les boîtes et les couvercles des cylindres, et donc sont très difficiles à lire. Et en plus, certains des couvercles ont été remis sur les mauvais cylindres. Le professeur Marcel Beneteau, qui est bien connu pour ses collègues de folklore français de la région de Détroit, a obtenu de la veuve de Carrière certaines de ces notes de terrain qui pourraient potentiellement fournir des informations complémentaires. Malgré tous ces inconvénients, les enregistrements de Carrière sont précieux. Ce sont les plus anciens enregistrements de terrain documentant le folklore de l'ancien pays des Illinois à avoir survécu. Dans la région de All Mines, Carrière avait pour guide Pete Boyer, qui était alors adolescent, mais qui allait devenir un conteur et musicien local réputé. Comme le montre cette photographie, Carrière enregistrait généralement les mineurs pendant leur pause déjeuner et donc dans les mines de barite. Et selon Boyer, il transportait toujours avec lui une petite bouteille de vin pour accompagner leur déjeuner, ce qui était un geste amical et très français qui aidait à délayer les langues des mineurs. Les enregistrements de Carrière ont été redécouverts en 1979. Andrew Torielli, son ancien collègue à l'université Northwestern, avait hérité des cylindres après la retraite de Carrière et puis en a fait don à l'université de Louisiane à Lafayette 9 ans après le décès de Carrière. La collection complète et la machine ont été envoyées par la poste dans un colis ordinaire et donc c'est un miracle que les cylindres n'aient pas tous été cassés. Le professeur Barry Onsley a ensuite organisé l'envoi des cylindres à la Bibliothèque du Congrès, qui venait tout juste de lancer le Federal Cylinder Project, qui était un gigantesque projet conçu pour organiser, cataloguer et transférer sur des bandes magnétiques des milliers d'enregistrements de terrain réalisés sur des cylindres. La bibliothèque a ensuite renvoyé les cylindres à Lafayette, ainsi que des copies sur bande. Et peu de temps après, la chercheuse Rosemary Hyde Thomas, qui menait alors des enquêtes de terrain dans la région de All Mines, a transmis à la bibliothèque une pétition signée par plus de 350 habitants de All Mines, demandant que des copies des cylindres soient mises à disposition de la communauté. Rosemary Hyde Thomas et Erica Brady, qui étaient à ce moment-là elle, responsables au Folklife Center du projet de préservation des cylindres de Carrière, ont toutes les deux mené le Carrière Cylinder Project, un important travail de suivi d'enquête qui a notamment donné lieu à des séances d'écoute des enregistrements avec des francophones de All Mines, afin de déterminer, lorsque c'était possible, l'identité des interprètes ainsi que les titres et les paroles des chants. Ce travail de terrain approfondi et ce projet de restitution ont joué un rôle majeur dans la revitalisation du patrimoine français de All Mines. Finalement, en 2002, les cylindres et la machine de Carrière ont été restitués à la communauté et sont maintenant détenus par la All Mines Area Historical Society. Donc voici une liste de travail des chants de la collection Carrière, constituée à partir des notes sur les cylindres et des informations obtenues par Thomas et Brady. La collection contient un certain nombre d'hymnes catholiques et de chants de Noël populaires, ainsi que la Guyanée et la fameuse chanson de Biron, et aussi plusieurs chansons narratives françaises. Carrière n'a enregistré que 6 chansons en anglais, mais selon Thomas et Brady, les habitants de All Mines étaient très friands et connaissaient beaucoup de chants anglo-américains appris à la radio de stars de la country comme la Carter Family ou le cowboy chantant Bradley Kincaid. À ce propos, Carrière a constaté que les chansons françaises disparaissaient plus vite que les contes. Et il explique justement ce phénomène par l'importante influence des chants anglo-américains appris à de la radio. Une autre explication qu'il fournit est cette fois liée à la valeur sociale du chant a cappella, principalement pratiqué dans la sphère privée, tandis que les contes et la musique instrumentale sont plus généralement interprétés pour une audience lors d'événements publics ou semi-publics. La collection Carrière contient au moins un chant spécifiquement régional, la chanson de la Prairie du Rocher. Ce chant humoristique, qui a probablement été enregistré à Prairie du Rocher plutôt qu'à All Mines, raconte l'histoire d'une bande de filles célibataires demandant aux prêtres d'inciter les garçons à les demander en mariage. Voici un extrait. C'est dans la Prairie du Rocher, il y a des filles en quantité.
C'est dans la prairie du rocher, il y a des filles en quantité. Ici on attend des petites étés qui rentrent où ils sont à marier. Personne qui les demande. L'identité de l'interprète est inconnue. Dans leur note de terrain, Thomas et Brady se demandent s'il ne s'agirait pas de Percy Clare et s'il ne serait pas l'auteur de la chanson, mais ça semble très douteux. D'abord parce que, comme l'ont remarqué les informateurs de All Minds, Percy Clare, qui était le leader de la Guyanais de Prairie du Rocher dans les années 70, ne parlait pas très bien français. Donc il aurait été difficile pour lui d'écrire cette chanson. Deuxièmement, lorsque Clare a été enregistrée en train de chanter cette chanson au début des années 50 par le collecteur français Alfred Puinard, son interprétation sonne assez maladroite et hésitante. Ça donne presque l'impression qu'il invente une mélodie au fur et à mesure qui finit par être très différente et moins saisissante que celle de l'enregistrement de Carrière. De plus, sa voix ne ressemble pas vraiment à celle qu'on entend sur le cylindre de Carrière et qui semble être la voix d'une personne plus âgée que ne l'aurait été Clare au début des années 30. Enfin, dans le recueil de chants de Percy Clare, publié pour la première fois en 1979 par Daniel Franklin, son successeur à la tête de la Guyanais locale, la légende indique qu'il s'agit d'une chanson traditionnelle chantée par Noah Duclos, qui était lui aussi un leader de la Guyanais à Prairie du Rocher, mais dans les années 30. Donc mon hypothèse actuelle est que c'est probablement Noah Duclos qui est l'interprète de l'enregistrement de Carrière. Daniel Franklin a réédité le recueil de chansons de Clare ce printemps et une copie a été déposée à l'American Folklife Center. Thomas et Brady ont également compilé une liste du répertoire de chants connus des résidents de All Minds qui n'avaient pas été enregistrés par Carrière. Parmi ceux-ci, ils ont déterré ce que les gens d'All Minds ont décrit comme un chant d'esclave. Ce chant, Ô maman, apparaît également dans les enregistrements de Percy Clare réalisés par Alfred Puinard et dans le livre de chants de Clare, où il est indiqué qu'il était chanté par Félix Pascal, qui se trouve être le dernier créole afro-américain ayant résidé à Prairie du Rocher. C'est la seule trace du répertoire ayant survécu en langue française de la population afro-américaine du pays des Illinois que j'ai pu trouver, à l'exception de mentions éparses du rôle que ces populations afro-américaines ont pu jouer dans la pratique de la Guyanais. Des travaux supplémentaires seront bien sûr nécessaires pour rechercher des variantes de ce chant en Louisiane ou dans les Caraïbes françaises, ou même éventuellement des versions en langue anglaise. Selon Thomas et Brady, Dorrance, qui a effectué des travaux de terrain à All Minds quelques années avant Carrière, a détruit ses enregistrements sur cylindre. Mais bon, cependant, grâce en partie au projet de Thomas et Brady et au dynamisme de personnalités locales telles que Pete Boyer, Ken Bone et Nathalie Villemer, le regain d'intérêt de la communauté de All Minds pour son patrimoine franco-créole a attiré l'attention de plusieurs chercheurs et collecteurs à partir des années 70. Et on peut par exemple mentionner les importants travaux de Ray Bracieux. La plupart de ces collections sont conservées à la Missouri State Historical Society et certaines, notamment les bandes de Thomas, à l'Université de Lafayette en Louisiane. Mais la plus importante et ancienne de ces collections est actuellement en cours de dépôt dans les archives de l'American Folklife Center, où elle viendra compléter et enrichir les collections que je viens de décrire, et ce qui va devenir un outil incontournable de la recherche sur les musiques de l'ancien pays des Illinois. En 1973, quelques années avant que Thomas ne débute ses recherches à All Minds, d'autres jeunes Missouriens, Julia et Jim Olin, Barry Berger, Jane Grosby et Katy Pfeiffer, entre autres, ont créé une association, les Missouri Friends of the Folk Arts, pour promouvoir et étudier le folklore régional, organiser des festivals et réaliser des collectes qui ont résulté en une extraordinaire collection de centaines d'enregistrements sur bande et cassettes, ainsi que des photographies et d'autres matériaux documentant leurs activités. Ils ont été les premiers à enregistrer une tradition jusque-là non documentée, mais toujours vigoureuse, celle des violonistes franco-créoles du Missouri. Entre 1974 et 1978, les membres du Missouri Friends of the Folk Arts ont mené plusieurs séances d'enregistrement avec des musiciens de la région de All Minds.
En octobre 1976, avec le soutien de la National Folk Festival Association, les Missouri Friends of the Folk Arts ont organisé le tout premier festival entièrement dédié au folklore français de la vallée du Mississippi à l'Université de Washington à Saint-Louis. Et lors de ce festival, donc en plus de concerts de musiciens du Missouri, d'Indian Mischief et de musiciens cajuns et zydeco de Louisiane, le festival a proposé des démonstrations d'artisanat, des ateliers de musique et de danse, des discussions sur l'histoire de la traite des fourrures et même une course d'écrevisses. Et les enregistrements de cet événement et des nombreux autres qu'ils ont organisés font également partie de leur collection. Ce qui inclut des enregistrements de musiciens Mischief, alors encore insuffisamment documentés. C'est une excellente nouvelle que la collection des Missouri Friends of the Folk Arts soit bientôt mise à disposition grâce à l'American Folklife Center. Et donc merci beaucoup. Pour donner un petit avant-goût et pour conclure cette présentation, je vous propose d'écouter un air de violon publié dans l'anthologie I'm Old but I'm Awfully Tough. Je suis vieux mais je suis extraordinairement fort, que les Missouri Friends of the Folk Arts ont publié en 1977. Ce morceau d'origine écossaise, Molly Musk, est interprété par Joe Pollitt, l'un des derniers grands représentants du style de violon franco-créole du Missouri. Bonjour, je suis Stephen Winnick of the American Folklife Center à la Bibliothèque du Congrès avec quelques petites questions pour l'historienne Camille Mordu en référence à son excellente conférence dans notre Benjamin Botkin Folklife Lecture Series. Bienvenue Camille. Merci. Vous êtes historienne française, alors comment avez-vous eu l'idée d'étudier l'histoire de la musique folk américaine? Est-ce que vous avez 2 heures devant vous? Oui. Pourquoi pas? C'est la convergence de beaucoup de choses, mais j'ai été passionnée par l'histoire des États-Unis et notamment la période de la Grande Dépression et le New Deal, qui ne correspondent pas du tout à l'image que les gens peuvent avoir en Europe des États-Unis et des politiques culturelles américaines. Oui. Et puis, à côté de ça, je jouais du banjo, je joue toujours du banjo et de la musique old-time, et donc les deux ensemble ont fait que, naturellement, je me suis intéressée aux collecteurs de folk music, en particulier ceux qui ont travaillé pendant le New Deal. Donc voilà, la version courte. Ah oui, merci. Alors, au cours de cette étude, vous avez trouvé ces importantes collections de chansons et musiques traditionnelles de langue française dans les régions d'Amérique dont la plupart des Américains ne savent même pas qu'ils étaient autrefois francophones. Vous vous y attendiez ou est-ce que c'était une surprise? De trouver des enregistrements de musique francophone dans le Midwest. Oui. J'avais quand même eu à l'université en France, on avait un cours sur l'histoire de l'Amérique française, des anciennes grandes colonies françaises en Amérique du Nord. Et donc, je savais qu'il y avait eu tout ce corridor français qui avait été occupé par des petites, peu nombreuses, mais quand même quelques populations françaises. Après, ça a été surprenant pour moi de découvrir qu'il y a eu autant de chants préservés dans les années 30, donc 200 ans après vraiment le cœur de l'époque coloniale. Et donc ça a été une surprise de découvrir la quantité de chansons qui sont encore, pour certaines, chantées aujourd'hui. Oui, merci. Alors, les enregistrements de Reuben Valley par Mary Agnes Starr sont extraordinaires parce qu'ils sont très anciens et parce que M. Valley était très vieux, mais avait des chansons très complètes dans sa mémoire, je dirais. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez écouté pour la première fois la voix d'un homme qui a appris le français dans les années 1850?
Oui, qui est né francophone. Oui. Et qui encore, ce qui est rigolo, c'est qu'il a appris l'anglais beaucoup plus tard, Oui. dans la vingtaine. Et quand on l'entend dans les enregistrements parler avec Marie-Agnès Starr, il a un français excellent, évidemment, comme quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Et pour ce qui est de ses chansons, comme Marie-Agnès Starr, je trouve ça extrêmement impressionnant, la qualité du phrasé. Et puis son répertoire est génial aussi. Oui. La chanson l'extrait qu'on a écouté de cette chanson à boire, je pense que je vais la prendre et la jouer dans les bars forcément, celle-là, Oui. parce qu'elle est vraiment super. Et Oui, le vraie époque des voyageurs. Oui, 1850, il y avait Oui. encore beaucoup en effet, de coureurs des Coureurs bois. de bois, oui. Bon, c'était le début de la fin, mais il y en avait encore. Donc, en effet, c'est assez. Et il a appris ses chansons à Prairie du Chien, donc c'est vraiment, comme aurait aimé qu'on le souligne peut-être Marie-Agnès Starr, là, c'est vraiment un héritage. C'est états-unien et pas canadien. Enfin, c'est vraiment l'héritage francophone états-unien en action. Donc Oui, c'était émouvant. C'est très intéressant, oui, Mm-hmm. oui. Alors, vous avez maintenant eu l'occasion de vous rendre dans quelques communautés où ces enregistrements ont été réalisés. Racontez-nous les moments forts de votre séjour à Prairie du Rocher. Oui, il y en a eu beaucoup. D'abord, pour le contexte, je me suis retrouvée avec mon mari à aller à Prairie du Rocher parce que quand j'ai demandé à écouter les collections de John Allen ici au Folk Life Center, l'une des archivistes m'a dit « Oh tiens, c'est drôle, quelqu'un de Prairie du Rocher a demandé ces mêmes enregistrements ». Et donc c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Daniel Franklin, qui est le leader de la Guyanais. Oui. Et après quelques échanges par email, c'était une dizaine de jours avant qu'on prenne la route, on a décidé d'aller à Prairie du Rocher. Et donc on a assisté à la Guyanais, donc cette célébration du Nouvel An. Et je ne m'attendais vraiment pas à vivre une telle expérience d'un point de vue même humain. Et oui. C'était vraiment incroyable de participer à une tradition qui n'existe même plus en France aujourd'hui. Oui. Et puis on y est retourné ce printemps, on a fait des jams, on s'est promené. C'est vraiment un village pour lequel j'ai beaucoup d'attache maintenant, alors que j'y suis restée très peu de temps, mais j'aimerais y retourner un jour. Oui, bien sûr. Alors, et les vieilles mines, parlez-nous un peu de votre séjour là-bas. Alors, si on peut parler de séjour, ça a été très court. On a passé une après-midi à All Mines seulement, parce qu'en fait, c'était un voyage où on a étudié, travaillé dans les collections de 16 centres d'archives différentes à travers le Midwest. Oui. Et donc, via une mine, on est allé à la All Mines Area Historical Society, et c'est là que j'ai pu voir toucher les cylindres de carrière et rencontrer Nathalie Villemer et Cindy Merckx qui s'occupent de cette archive. Ça a été très bref comme passage, mais j'étais très contente de voir à quoi ressemble le paysage et le pays. C'est toujours un peu frustrant. Pendant la thèse, j'avais pas l'occasion je pouvais pas aller partout où Sidney Robertson a fait des collectes. Je suis jamais allée à San Francisco. Oui. Et là, être sur place, ça donne une nouvelle dimension au travail, ça lui donne corps. Donc c'était chouette. Alors voici une grande question. Quelle est la chose la plus importante que vous pensez avoir apprise en faisant cette recherche? C'est compliqué, oui. Mais je dirais, je pense que vraiment, il y a la richesse du répertoire, alors qui est plus beaucoup chanté aujourd'hui, à part la Guyanais et quelques chansons, mais quand même, enfin, il y a encore des interprètes actuels. Vous avez eu Donny Strodemat qui avait fait un concert ici de musique du Missouri, mais dans les collections, c'est l'abondance et la qualité du répertoire. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir une telle abondance de chants et de morceaux instrumentaux aussi, les airs au violon qu'on trouve dans la collection des Missouri Friends of the Folk Art, c'est excellent. Et j'ai été d'ailleurs, quand j'étais à Prairie du Rocher ce printemps, j'ai pu jouer certains des morceaux qui sont dans les collections avec des musiciens locaux. Et ça, c'était... Voilà, j'espère que ça répond. Oui, oui. Alors, Camille Mordu, pour un travail très important sur la musique francophone dans les collections de The American Folk Life Center at the Library of Congress, on vous dit merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.